Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs. Il s'agit en effet ce matin d'un projet de loi très important qui a été présenté en Conseil des ministres avec Monsieur le garde des Sceaux et d'autres ministres. Je pense à la ministre des Armées, je pense au ministre des Comptes publics, je pense au ministre de la Santé, puisqu'il vise à faire le travail dans la continuité de la sortie de l'état d'urgence qui avait été décidé par le Président de la République dès l'année 2017, tout en gardant des mesures extrêmement importantes pour, bien sûr, nous protéger contre la barbarie du terrorisme islamiste. Ce texte que je vais détailler, qui est très important, permet également de tirer les conséquences de deux décisions de justice. D'abord, celle du Conseil constitutionnel censurant la proposition de loi de Madame la présidente de la Commission des lois, dite Braun-Pivet, afin de suivre les responsables d'actes terroristes après leur sortie de prison. Et puis l'arrêt Télé 2, rempli par le Conseil d'État, l'arrêt dit Télé 2, sur les connexions suite aux décisions de la Cour européenne. Si je devais résumer ce projet de loi, je dirais qu'il contient trois grands aspects sur lesquels se recoupent les articles que nous présentons au Parlement. D'abord l'aspect humain, ensuite l'aspect technique, technologique, et enfin l'aspect éthique. Sur l'aspect humain, indépendamment des moyens rappelés par Monsieur le Premier ministre et qui ne figurent pas dans ce projet de loi, puisqu'ils sont acquis par les services de renseignement et singulièrement par la DGSI, qui a vu avec les renseignements territoriaux une augmentation de 1900 personnels de plus, de policiers de plus depuis 2017 et qui a très largement contribué effectivement à déjouer plus de 36 attentats sur le sol de la République depuis l'arrivée du Président de la République. Il s'agit de moyens humains supplémentaires pour pouvoir contrôler ce qui représente une menace importante sur le territoire national. C'est le cas des sorties de prison, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Une mesure administrative, désormais de 2 ans au lieu d'1 an, sera désormais possible sous l'autorité du juge administratif, qui pourra évidemment être celui qui pourra contrôler l'action de l'administration, afin que nous puissions continuer à contrôler ces sorties de prison, instruments qu'on appelle les MICAS. Le garde des Sceaux développera d'autres sujets, notamment la réinsertion sociale. Je n'y reviendrai pas, mais c'est un texte évidemment très important que l'article qu'il a promu dans ce projet de loi. Avec le ministre de la Santé, nous avons une mesure extrêmement importante également pour le suivi des personnes qui sont suivies en psychiatrie, notamment avec l'amélioration du logiciel qu'on appelle OpsiWeb et qui permet à chacun des préfets de département de suivre les personnes qui ont des troubles psychiatriques dans le département dans lequel il les accueille désormais et qui sont en partie responsables de très nombreux attentats. Également la possibilité de faire fermer non seulement des lieux de culte, dans la loi SILT, 8 lieux de culte ont été fermés au nom d'attentats terroristes, et vous le savez, le dernier en lien avec l'attentat contre Samuel Paty à la mosquée de Pantin. Désormais, les dépendances de ces lieux de culte sont aussi concernées par les mesures de police administrative très importantes dans ce texte de loi. D'autres dispositions qui touchent évidemment au suivi des personnes sont dans ce projet de loi, mais je les détaillerai à vos questions si vous le souhaitez. Après l'humain, il y a le technique et la technologique, qui est un moment aussi extrêmement important de ce projet. Il s'agit de suivre les nouvelles technologies telles qu'elles existent et qu'elles sont désormais utilisées par les terroristes, qui utilisent de moins en moins le téléphone, les lignes dites normales ou les SMS, mais de plus en plus Internet, et notamment les connexions sur Internet. C'est notamment ce que nous appelons, nous, les algorithmes. Vous savez qu'il y a 5 ans, le Parlement a autorisé des expérimentations. Nous proposons de les pérenniser après un travail que nous avons considéré comme concluant et dont la délégation parlementaire au renseignement a eu accès, même s'il s'agit d'éléments confidentiels défense. Et nous souhaitons les étendre, c'est le but de ce projet de loi, aux URL, c'est-à-dire aux données de connexion. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque quelqu'un tape 5 ou 6 fois une recherche de vidéos de décapitation, par exemple, de Daesh sur Internet, les services de renseignement ne peuvent pas le savoir et suivre cette personne. Demain, nous pourrons connaître cette information. La DGSI demandera au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et à la Commission nationale des techniques de renseignement, qui est une autorité administrative indépendante qui suit déjà les écoutes téléphoniques, la possibilité de lever l'anonymat de la personne qui fait ces recherches afin de pouvoir, si la menace est grave et avérée, suivre et éventuellement intervenir.
Il y a également une expérimentation de ce texte de loi très important sur les conversations satellitaires qui se développent. Également des sujets qui relèvent de la captation à distance. Et enfin, une mesure très importante de brouillage des drones qui sont dangereux, puisque le ministère des Armées y a largement contribué. Et ça fait partie d'une des menaces que peut connaître le territoire national après ce qu'ont connu nos soldats sur les théâtres extérieurs. D'autres mesures techniques et technologiques sont évidemment là. Je n'aurai pas tous les détaillés non plus. Après l'humain, après le technique ou la technologie, vient l'éthique et des garanties extrêmement renforcées dans ce projet de loi, puisque nous avons la possibilité d'abord de donner à la Commission nationale des techniques de renseignement des compétences supplémentaires pour suivre évidemment le travail de contrôle que font les services de renseignement après le téléphone sur Internet. Tout ce projet de loi consiste à s'adapter évidemment à la menace nouvelle et justement aux moyens technologiques nouveaux qui ont été utilisés par les derniers attentats évoqués par Monsieur le Premier ministre. Également une disposition voulue par le Président de la République qui consiste à l'ouverture des archives des services de renseignement et dans un temps beaucoup plus court que ce qui existait et en mettant des exceptions comme exception justement à la règle, mais la règle étant l'ouverture générale de ces archives. Et puis, nous avons entendu de la part du Parlement la volonté de pouvoir contribuer davantage au contrôle des actions des services. Nous sommes évidemment ouverts à ces propositions. Enfin, je voudrais souligner, avant de donner la parole à Monsieur le garde des Sceaux, que je voudrais remercier de son travail en commun avec moi, puisque depuis plus d'un an, nous préparons ce texte, comme nous l'avions annoncé au lendemain de votre nomination, Monsieur le Premier ministre, au Parlement, que si les 9 derniers attentats ont été commis par des gens qui n'ont pas été trouvés comme étant particulièrement radicalisés ou suivis par les services de renseignement, pour être clair, ils n'étaient pas inscrits au fichier FSPRT, je voudrais souligner que depuis novembre 2015, aucun attentat n'a été commis par des gens qui revenaient du théâtre irako-syrien. Et donc nous sommes passés d'une menace qui était exogène, les grands attentats très meurtriers que la France a connus en 2015, à une menace très endogène, ce qu'a évoqué Monsieur le Premier ministre, plus difficile à suivre et qui utilise des techniques de renseignement, évidemment des techniques que le renseignement doit suivre et dont nous n'avons pas aujourd'hui les moyens juridiques de le faire, d'où ce texte de loi afin d'éviter le plus possible ces futurs attentats. Voilà, Monsieur le Premier ministre, en quelques mots, ce que je peux dire sur ce texte important. Très bien, j'invite